Jean-Michel Gadal est notre premier guide pour cette nouvelle région. Ce Fuxéen pur souche est très attaché à sa ville natale et ses environs. Ancien animateur de radio, celui que tout le monde appelle Jimmy a organisé le premier spectacle son et lumière en Ariège. Il a gardé sa passion pour les sonorités intactes et passe encore de longs moments à enregistrer les bruissements des rivières et les gazouillis des oiseaux. C'est le département de France où on peut découvrir le plus grand nombre de ruisseaux et de rivières. Il y a plein de petits coins secrets, mais que l'on garde jalousement. C'est dans l'ancienne capitale du comté de Foix, aujourd'hui préfecture du département de l'Ariège, que Jimmy retrouve Mélanie Savès, guide conférencière, intarissable elle aussi sur la ville de Foix et ses petits secrets. La balade commence par la rue pentue des Grands-Ducs, une ascension qui fait remonter les siècles jusqu'au Moyen-Âge. Bien, moi j'aime bien cette rue parce qu'elle a gardé tout son cachet médiéval. Et là, c'est une pierre de grès sculptée. Et cette pierre de grès, elle est particulière parce qu'on voit un Christ, on voit les croix, avec une tête de mort au pied. C'est original. C'est les vanités, c'est le crâne d'Adam, c'est ce qui nous attend tous à la fin de notre vie. Dans cette rue des Grands-Ducs, n'oubliez pas non plus de lever la tête pour admirer les pontils. Ces passages aériens érigés pour relier les unes aux autres les habitations construites dans les cavités du rocher. Je crois que c'est une des rares villes de France où on retrouve, dans le centre-ville, un habitat préhistorique. Tu sais combien on a dénombré de cavités dans ce rocher? 27. T'as vu? Je suis bon. La balade continue. Ça te dit de monter là-haut? On va aller faire un tour. Allez, c'est parti. On monte. Il est temps de prendre un peu de hauteur, car ce n'est pas une visite classique de l'abbatiale Saint-Volusien que Mélanie et Jimmy nous proposent. Nos deux compères sont des privilégiés. Ils ont décroché l'autorisation de se balader sur la voûte de ce monument édifié en 860 pour accéder aux coursives. Tu étais déjà venu, toi, ici? Oui, mais pas pendant les guerres de religion. Je suis né après. Ouais, quand j'étais petit. J'étais un fan de chœur et on était venu visiter ça. Curieux. On va passer par là. Bah oui, il n'y a pas d'autre porte. Viens voir, regarde. Ah ouais, c'est sympa. Des coursives, on peut admirer un point de vue de la ville de Foix et en toile de fond les imposantes montagnes ariégeoises. Mais c'est surtout vers l'intérieur que la vue est époustouflante. Suivez le guide. Là, regarde. Regarde ça. Waouh! Voilà l'ensemble de la nef. On est quand même rare, hein, ça, c'est pour monter ici. C'est somptueux. Très peu de fidèles arrivent. Très peu de fidèles. Peut-être qu'ils arrivent au ciel, mais c'est Des travaux colossaux de reconstruction ont été entrepris en 1609, redonnant à la nef toute sa splendeur. Un peu comme sur le toit du monde, Mélanie et Jimmy peinent à partir, tant le panorama étonne. Regarde, on a une vue magnifique sur les jardins de la préfecture. Waouh! Voilà, avec les rosiers. La roseraie en premier plan, le jardin médiéval et l'Ariège. Regarde, Patrick t'attend. Je te laisse alors. À bientôt. Bah tiens, déjà? Bah voilà, c'est ça. C'est ça, la préfecture. Super. Patrick Canal, le responsable des jardins de la préfecture. Adossés à l'abbatiale Saint-Volusien, ces jardins étaient hier ceux du monastère de l'édifice. Acquis par la ville en 1791, ils sont aujourd'hui choyés par un véritable orfèvre vert. Ça se décline en roseraie, ce jardin, et en partie jardin médiéval. Ça, c'est par touche que j'ai voulu apporter ce caractère médiéval parce qu'on a l'église Saint-Volusien. Et avant d'être préfecture, c'était quand même une abbaye. C'était une abbaye et un monastère pour ce qui était de la préfecture. Donc on colle au plus près du patrimoine, en effet. D'accord. Et comme un clin d'œil à cet ancien jardin monastique, Patrick Canal s'est mué en historien du végétal. Non content de soigner plus de 70 espèces de rosiers, ce passionné a recréé un jardin médiéval, riche de multiples plantes curatives.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir que sous Charlemagne, on a défini une centaine de plantes qui devaient être dans tous les monastères ou dans certains châteaux, de façon à pouvoir soigner la population. Au Moyen-Âge, on parlait d'alicament, l'aliment-médicament. Ah, d'accord. Voilà, on se soignait en mangeant. On connaissait les propriétés des plantes. Et par exemple, cette plante-là, son nom vulgaire, c'est consoude. On peut imaginer qui soude, qui ressoude. Et en effet, elle a des propriétés par ses racines qui va être très, très efficace pour tous les problèmes justement de plaies, de coups, voire sur les fractures. On s'est aperçu, il y a des études, ça résorbe les fractures plus rapidement que si on ne l'applique pas. Alors si vous êtes de passage à Foix, n'hésitez pas à passer par la préfecture pour demander conseil à son jardinier qui vous fera redécouvrir les bienfaits de la consoude, de l'ortie, du chardon ou de la bourrache, des végétaux un peu oubliés. Il était une fois, dans la ville de Foix, un château si haut qu'il est resté imprenable. Construit dès l'an 1000 sur un promontoire rocheux de plus de 60 mètres, il dégage un sentiment de puissance et impressionne encore aujourd'hui par son envergure et son parfait état de conservation. C'est haut chez vous. Ça Comment va? vas-tu? Bah, t'as pas fini de monter? Ouais, On va encore. dans la tour ronde. Comme elle le fera sans doute avec vous, Audrey, guide au château, emmène Jimmy un peu plus haut, sur la tour ronde qui culmine à 32 mètres. Quelle hauteur. Qu'est-ce que tu me montres? La vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît être un élément touristique, mais en fait, la vue, c'est exactement pour cette raison qu'on a choisi de construire aussi haut. C'était un emplacement stratégique. Effectivement, on est complètement entouré par toutes les montagnes qui vont créer une sorte de rempart naturel, en fait déjà efficace. Et là, de ce côté, tout en fond de vallée, on a l'ouverture en direction de Toulouse. Toute tentative d'invasion sur le territoire sera très vite détectée par le château de la vue qu'on a là-bas. C'est finalement la configuration parfaite d'un point de vue stratégique. Mais il est beau quand on le voit de loin. Ah oui, bien sûr qu'il est beau. La visite continue dans le château et sa tour ronde, dite Tour Phébus. C'est là qu'on peut encore visiter des cellules, car le château de Foix, du Moyen-Âge jusqu'à l'Ancien Régime, a servi de prison. En fait, ça, c'est une porte qui date du Moyen-Âge, à l'origine. Le bois a été trempé pour la solidifier, donc elle fait environ 400 kg. Ici, cette pièce, c'était une cellule, avec une quinzaine de détenus à l'intérieur. Et d'ailleurs, ces détenus nous ont laissé plein de marques un peu partout à l'intérieur du château. Toutes ces marques calligraphiées, en fait, elles ont été laissées par les prisonniers qui ont été enfermés ici. Ici, nous sommes abandonnés de tous. On a beaucoup de traces de cette période des prisons. On a par exemple les recettes de la soupe qui servaient aux prisonniers. Alors évidemment, quand on a des ingrédients comme la viande ou le pain, on va dire que les gardiens avaient peut-être tendance à les mettre de côté pour eux et à servir une soupe un peu plus claire. D'où finalement peut-être ces inscriptions, comme quoi ils sont abandonnés. Maintes fois assiégé en raison de son emplacement privilégié, le château de Foix sera vaillamment défendu par ses chevaliers, équipés au Moyen-Âge d'une arme redoutable. Démonstration. On va partir à la guerre, là. Hein. Tu me montres comment marchent ces machines, là, l'arbalète. L'arbalète, Ouais. elle réapparaît en Europe au XIIIe siècle et elle va faire des dégâts considérables sur toute la chevalerie. Alors c'est-à-dire qu'à la base, en termes d'équipement, on utilisait des côtes de mailles, comme celle-ci. Et bien l'arbalète, le problème, c'est qu'elle va traverser notre côte de mailles. On la surnommait la terreur des chevaliers. Inventée dans l'Antiquité et destinée à la chasse, c'est au Moyen-Âge qu'elle connaît son heure de gloire pendant les combats. Attention. Ouais, je me tiens à carreau, là. L'arbalète s'est à cette époque modernisée. Elle permet des tirs de précision et de grande portée. Et notez bien que chaque année, des journées médiévales sont organisées au château de Foix. L'occasion de vous familiariser avec le maniement de ces armes d'époque. Des hauteurs du château de Foix aux profondeurs des grottes ariégeoises, il n'y a que quelques pas et Jimmy a encore de l'énergie. Notre éclaireur nous amène maintenant à 60 mètres sous terre, naviguer sur la rivière de l'Abouiche avec un de ses guides, Sébastien Cross. On est parti. Alors par contre, il vaut mieux mettre la veste parce que 13 degrés à l'intérieur. Ah, 13 degrés. Voilà, ouais, il vaut mieux se couvrir un petit peu. Hein, c'est pas le pôle Nord, mais allez, okay, on ne sait je te jamais. suis. Allez, c'est parti.
La rivière souterraine, elle a été découverte par hasard. C'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Dunac, qui se baladait dans les alentours et qui, complètement par hasard, a découvert l'entrée naturelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc une chance pour nous, ce monsieur il était curieux. Il a décidé de revenir, il a monté une petite expédition pour voir un peu jusqu'où ça allait. Donc il est revenu avec ses 2 fils et avec 2 amis à lui qui étaient officiers dans l'armée. Et ils se sont lancés dans les explorations de la rivière souterraine de la Bouiche. Piqué par la curiosité, le docteur Dunac monte en 1908 une expédition sur les rives souterraines de la Bouiche. L'équipement est rudimentaire et cette première exploration ne permettra de découvrir que 300 mètres de galerie. Ces premiers spéléologues, bien sûr, ils avaient de la lumière, mais ils n'avaient pas d'éclairage étanche. Donc quand la lampe tombait dans l'eau, fatalement, tout s'éteignait et ils se retrouvaient dans le noir complet, noir absolu. Au centre de la Terre. Exactement. Là, ce sont de grands moments de solitude, quand on se retrouve sans lumière dans une grotte. Il faut attendre 1935 pour mettre à jour cette excavation, longue de 1500 mètres, creusée naturellement au fil des siècles par la rivière de la Bouiche. Est-ce que tu crois qu'il y aura d'autres explorations? Normalement, Pour aller plus loin. Normalement, oui. Mais il y en a eu une, pas plus tard que l'année dernière. Les spéléologues sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous en barque, mais à un moment donné, ils ont été contraints d'arrêter leurs explorations à cause de ce qu'on appelle le siphon terminal. Dans une rivière souterraine, un siphon, c'est tout simplement la rivière qui, à un moment donné, va passer sous la roche directement. Et celui-là, depuis 1938, on n'arrive pas à le franchir. Ne ratez sous aucun prétexte cette balade sur la rivière de la Bouiche, la plus grande voie souterraine navigable d'Europe. Peut-être trouverez-vous le passage qui permettrait d'ouvrir vers les 5 km de réseau encore inexplorés. Les roches ariégeoises réservent encore d'autres surprises. Jimmy nous entraîne maintenant dans la vallée de Seurat, au pied des montagnes de la Haute-Ariège, où l'on trouve encore des carrières de grès schisteux. Mais aussi la dernière fabrique de pierres à aiguiser d'Europe, gérée par Alain Soucille. Ouais, tu vois, ça c'est la matière qu'on a ramenée de la carrière, c'est notre matière première. Et dedans, on coupera des pierres à faux. Ok. On les stocke ici. Ouais, c'est On fait un léger petit- ton truc. On fait un stock pour la saison. Là. Ouais. Une fois extraite de la montagne, il faut encore trancher la pierre et affiner son grain. Du coup, ça part ainsi. Si je me coupe un bout de doigt, tu pourras me le recoller. Non, on te descend au suivant là-bas. Ouais, ça fait rien, on y va quand même. Bon, alors je pousse. Jimmy joue les apprentis tailleurs sous le regard amusé d'Alain, car la modernité est passée par là. Avant d'être équipés de scie, c'est au début du siècle, à l'enclume, que les tailleurs découpaient la pierre. Démonstration. Si tu veux, tu as un poinçon qui est ici. Et on vient taper sur l'enclume. Ils grignotaient la pierre. Et là, ils allaient donner la forme de la pierre à faux. C'est un travail très très long. Hein. Mais les opérations ne s'arrêtent pas là. Une fois découpée, reste encore à polir la pierre, la rendre douce au toucher. Pour cela, Alain utilise une berceuse. Voilà. Un drôle de couffin en métal, contenant un mélange d'eau et de gravier. Bercées et entrechoquées les unes contre les autres pendant une bonne heure, les pierres se lustrent naturellement et sont prêtes à redonner tout leur tranchant aux lames émoussées. La pierre à hameçon. Voilà. Alors, oui, Tu me diras en Ariège, il y a beaucoup de poissons, il y a des truites, tout ça. En fait, les gens, ils reprennent la pointe du crochet. Ah oui, je viens de voir des limes à ongles. Alors ça aussi. Alors, la lime à ongles, c'est un dérivé de la pierre aiguisée. Ah mais mince. Et la lime à ongles en Ah pierre oui, naturelle. oui. C'est bien pour griffer. C'est comme une pierre à aiguiser, c'est inusable. Et maintenant que la pierre à aiguiser n'a plus aucun secret pour Jimmy, notre guide s'apprête à aller découper des taillous, une spécialité fuxéenne. Direction les cuisines du restaurant de son amie Laetitia Bicher. Salut Laetitia. Salut, comment tu vas? Ça va? Ça toujours va? Ouais. Bon, tu viens m'aider à cuisiner là? Si tu J'ai veux. besoin de toi pour des petits Ah. taillous. Des taillous. Patanos bouillidos, des pommes de terre bouillies coupées en morceaux. Voilà, parce que taillous,
Patois, ça veut dire un morceau de Morceau, pomme de voilà, terre. taillé, taillus. Voilà. Et pour accompagner les taillous, de simples carrés de pommes de terre, chacun sa recette. Je sais pas si toi tu les fais à la saucisse de foie. Avec du cambajou, le jambon. Que moi je le fais avec de la saucisse de foie fraîche. Ah, puisque nous sommes à foie, Tu vois? ça va être bon quand ça va être prêt. Ouais. C'est un plat quand même qui se fait rapidement. La recette des taillous, c'est carrés de pommes de terre cuits à l'eau et agrémentés, et dans la région un plat qui se décline à toutes les sauces si l'on peut dire. Avec des légumes sautés, de la viande, liée avec un œuf, c'est un plat simple. C'est une cuisine sans prétention. C'est une cuisine populaire, cuisine de tradition qui se transmet aussi. Voilà, on est bon. Je sens que nous allons nous régaler. Le coup de chaud du service est passé, la salle du restaurant s'est vidée. Reste pour Jimmy et Laetitia à déguster tranquillement ces taillous à la saucisse de foie. Qu'est-ce que t'en penses à la saucisse? Délicieux. Eh bien, figure-toi, elles sont meilleures que les miennes. Ah, mais ça me Ouais. fait plaisir. J'adore. Parce que c'est moi qui ai taillé les taillous. Ah, Ouais, aussi, c'est ça ça aussi. contribue. Hein. C'est ça. Mais oui, en plus, c'est important. Les taillous, une recette sans prétention, un peu comme ce département d'Ariège.